Alors j'ai regardé plein de vidéos, j'ai acheté plein de trucs que j'aurais jamais acheté aujourd'hui. Mais Mm. c'est comme ça que je me suis lancé, hein. C'est pour ça que je dis, j'ai fait vraiment quasiment toutes les erreurs qu'il fallait pas faire au début. Parce que pour moi, quand t'as pas les connaissances, tu peux pas mesurer ton risque en fait. T'es en fait un Mm. joueur de casino, mais sans t'en rendre compte, hein. C'est-à-dire, tu dis, ouais, j'achète ça, ouais, peut-être que c'est cool, mais en fait, j'en sais rien. Par qui est lancé le projet, quelle est la tokenomics du machin. Voilà, donc la crypto pour moi, c'est des actions plus risquées, hein, aujourd'hui. Enfin, quand je les regarde dans mon portefeuille, c'est comme ça que je les considère. J'aime pas du tout cette blockchain, hein. Enfin, en fait, ça dépend comment on la pense, mais pour moi, je la vois pas, elle est pas viable. Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle interview où nous allons entrer dans la tête d'un investisseur crypto. Vous connaissez l'objectif de ce format, il est simple, c'est apprendre des expériences des uns et des autres, comprendre leurs réussites, leurs erreurs et surtout en tirer des enseignements concrets pour pouvoir affiner notre propre stratégie. Chaque investisseur a une histoire unique, des stratégies qui lui sont propres et une vision du marché qui peut nous inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Gouillou, qui investit depuis 2017, qui est créateur de contenu depuis 2020 sur sa chaîne YouTube et qui va nous partager son aventure dans l'univers des cryptos. Julien, merci beaucoup d'être avec nous. Je t'en prie, enchanté. Merci pour l'invitation, beaucoup sur ta chaîne YouTube. Eh bien, merci à toi de l'avoir accepté. Ça fait un petit moment, comme je disais, que tu es sur YouTube. Euh, Moi, j'ai regardé plusieurs de tes vidéos, notamment sur la fiscalité. Ouais. Tu fais une mise à jour du coup de manière régulière pour vulgariser et du coup bien expliquer ces aspects qui parfois peuvent être un petit peu complexes, hein. Mhm. C'est un petit peu technique, ouais. Ouais. Et c'est très particulier et propre à la crypto. Euh, mais bon, je parle de fiscalité, mais tu parles de tout un tas d'autres sujets bien évidemment. Pour commencer notre échange, je voulais, si tu veux bien, nous dire un peu comment tu as découvert les cryptos et qu'est-ce qui t'a amené en fait à investir dessus? Qu'est-ce qui t'a fait dire: «Ah ben ça me parle, j'ai envie de d'investir de l'argent, du temps dedans»? Bah, c'est un petit peu particulier parce que je me souviens pas exactement le moment où je me suis dit, tiens, je vais acheter de la crypto. Ouais. Mais bon, quand j'étais un peu plus jeune déjà à l'époque, j'aimais beaucoup ce qui était gaming et compagnie. Je jouais Mmh. beaucoup aux jeux vidéo. Et je sais que bon, bah, c'était un milieu un peu plus propice parce qu'il y a un peu plus de techos, on va dire, dedans. Et quand on suivait des streamers notamment, il y en avait qui parlaient de Bitcoin, j'entendais ça. Il y avait notamment un certain Capet, hein, qui faisait des vidéos YouTube, hein, notamment pour ceux qui connaissent sur Counter-Strike. Et d'ailleurs, je crois qu'il y joue toujours, hein. Il publie ça deux fois sur Twitter, enfin sur X maintenant, à propos de ça. Et bah, j'avais découvert Capet avant là-dessus, hein. OK. Sur le jeu vidéo, enfin, je faisais partie de son audience. Et il y avait plusieurs streamers comme ça qui parlaient de temps en temps de Bitcoin. Mmh. Puis à un moment donné, je crois que c'était une vidéo d'Asher que j'avais vue à l'époque, qui lançait. Les fameuses vidéos qu'il considère maintenant comme très irresponsables aujourd'hui. Ouais. Et moi, voilà, et puis moi, j'avais commencé à un petit peu m'enseigner, et puis bon, je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer. J'ai investi de l'argent, 2017, ouais, ça peut que monter, qu'un Mmh. moment, fin 2017, et je me prends une tollée, hein, tout simplement. Mmh. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé dans le bain. Après, pour la D suite, dans l'effervescence de la fin 2017 là, quand le bitcoin, il est passé, 10, 11, 12, 13, 14 000 $, est-ce que ah c'est ouais, arrivé à bah cette non, époque? moi c'est encore pire que ça. Vous inquiétez pas, c'est qu'une correction. C'était le rebond du chat mort. Je suis arrivé D'accord. à. Ouais, ouais. Mmh. Non, non, c'est qu'une correction, ça va remonter. Et puis tout le monde disait ça. Et puis ça remontait, oui, oui. Ouais. Alors moi, je voyais mon portefeuille tous les jours. J'étais comme ça devant Coinbase. Oh là là, c'est génial. Je gagne. Je vais devenir millionnaire demain. Et boum, gros crash. Et puis bon, bah, j'ai perdu de l'argent au début. Et après, là, en fait, toutes les erreurs classiques, je les ai fait au début, hein. Et puis après, bon, bah, c'est comme ça, après, plus tard que j'en suis venu à lancer la chaîne. Parce que il y en a pour éviter les erreurs que j'ai fait à d'autres, tout simplement. Ouais. Mais du coup, t'as pas lâché. T'as vu ton capital du coup fondre au fur et à mesure que les mois ont passé en 2018. Ah, si, j'ai T'as lâché. fait- J'ai lâché au bout d'un moment, quand il était à Ouais. 3000. Ah. Toutes T'as les vendu? erreurs. Donc tu Ah ouais, comptes c'était vendre tout, ah, ouais, quoi. c'était buy high et sell low, tu vois. C'était Ok. c'était ça. Et bah, en fait, j'ai racheté un peu plus tard. Bon, quand le Bitcoin, tout ça, c'était autour des 8000.
Puis j'avais commencé à mettre un DCA. Et puis je m'étais bien mieux renseigné, surtout j'avais décidé après de racheter correctement. Et enfin, j'avais acheté enfin, non, si, entre 7000 et 8000 en général le Bitcoin à ce moment-là. Quand ça avait commencé à remonter. Et puis après, bon, bah, il y a eu la crise Covid entre-temps. Puis je m'en Mhm. souviens parce que j'avais eu une paye et puis j'attendais qu'il y ait une correction à un moment donné pour mettre le paquet pour racheter beaucoup plus de crypto avec le salaire. Enfin, pour moi, c'était beaucoup à l'époque, hein. Ce serait Mhm. beaucoup moins pour certains aujourd'hui. Mais quand j'avais acheté, c'était en février. Enfin, pour moi, je m'étais dit, c'est bon, il y a une grosse correction, c'est bon, ça a déjà bien corrigé. Je sais plus, le Bitcoin était redescendu à 7000, 8000. J'étais bien content. Puis boum, juste après, crack Covid, j'étais pas bien. Et Émotionnellement, c'était dur à ce moment-là. c'était le moment le plus dur, là. J'étais au bout de ma vie. Hmm. C'était parce que en fait j'étais dégoûté parce que j'avais pas vraiment fait un DCA à ce moment-là. Je pense que j'étais encore un petit peu dans cette optique de vouloir timer le marché, même si c'était quand même vouloir acheter progressivement, mais dès qu'il y a des corrections, j'attendais des creux pour acheter. Sauf que là, bon bah j'avais pas de garder, j'avais très peu de cartouches encore. Il m'en restait un petit peu pour acheter après la correction. Mhm. Et même cette cartouche, j'ai pas tout mis parce que cette fois-ci, je me suis dit si ça descend encore. Et comme ça, j'en aurais d'autres pour acheter. Hmm. Et là, à ce moment-là, enfin, moi, honnêtement, je me demandais si c'était pas la fin du marché crypto. Parce que là, la chute qu'il y avait eu d'un coup euh, était quand même assez violente, hein. T'étais sur d'autres cryptos que Bitcoin? Ouais, en fait, j'étais principalement sur les altcoins à ce moment-là. D'accord. Ok. Ouais, Et, j'étais et plus qu'est-ce un. qui faisait que malgré la baisse, malgré le fait d'avoir du coup investi, commencé à investir au top, Mhm. avoir une grosse baisse, vendre un peu dans la panique ou le désespoir, la capitulation, qu'elle soit par le prix ou par le temps, qu'est-ce qui te fait dire à un moment donné, mais je vais quand même continuer et réinvestir dedans? C'est l'idée que ça remonte et de faire d'aller chercher de la performance? Ouais, il y a ça, et puis bon, il y avait de la conviction. Bah, après, je pense que j'avais moins de conviction à l'époque, à cette époque-là, qu'aujourd'hui, parce que bon, avec le Ouais. temps, on connaît un peu mieux ce marché, et puis au fur et à mesure que Bitcoin progresse et qu'on se renseigne sur le sujet, bon, plus on a de connaissances, plus on a de conviction en général, hein, bonne ou mauvaise. Mhm. Et mais là, ouais, c'était surtout l'idée de la performance derrière, je pense principalement qui Ouais. attirait à ce moment-là. Oui, oui. Et l'envie de prendre des risques pour aller chercher Ouais, des... voilà, c'est ça. Bon, après, je commençais déjà un petit peu à m'instruire sur tout ce qui était développement personnel et gestion des finances personnelles. Oui. Et bon, je savais qu'il y avait quand même un petit peu de risque quand même à prendre à ce niveau-là. Mais bon, la crise Covid, ça n'a pas fait du bien du tout, hein. Mhm. C'était compliqué pour beaucoup de personnes. Quand tu as commencé là en 2018, Mm. t'avais quel âge? Oh, c'est une excellente question. J'avais 23 ans, je crois. Mm. Ok. 23 ans, et à ce moment-là, tu étais positionné sur d'autres classes d'actifs ou la crypto, ça a été le premier actif sur lequel tu investis? Ça a été de mémoire le premier actif sur lequel j'ai été essayé. Ouais. Voilà, Ok. si tu comptes le livret A comme un investissement. Non, non, non. Non, non, c'est bourse, immobilier, crypto ou Non, ouais, non, après moi, ça a été vraiment la l'investissement. crypto qui m'a lancé dans le bain. Ok. Hmm. T'avais pas de notion d'investissement du coup quand tu as commencé. Non, Ok. pas plus que ça, non. En fait, c'était deux, trois discussions que j'avais à droite à gauche sur des personnes qui investissaient en bourse. C'était ça, les seules connaissances que j'avais. Hmm. Et qu'est-ce qui fait que t'as pas lâché l'affaire? En fait, je te pose cette question parce que t'en as beaucoup comme ça qui rentrent dans des sommets qui, du coup, ben, vont être en négatif et du coup vont lâcher l'affaire et abandonner et dire la crypto, c'est Euh, une arnaque, la oh, crypto, en fait, ça vaut rien. oh, j'en sais rien, peut-être parce que je suis têtu ou que j'ai une moitié de moi qui est bretonne, mais ouais, je sais pas du tout. Parce que j'ai pas lâché l'affaire. Je saurais pas dire pourquoi. J'avais des convictions peut-être. Je me disais que j'allais gagner aussi in fine et qu'il Ouais. valait mieux parce que bon, il y avait quand même une progression. Bon, à l'époque, c'était moins 10. On avait moins d'historique, Oui. mais j'avais quand même un certain historique. Tu voyais l'actif. Bon, à chaque fois, on disait une bulle. Ok, ok, c'est une bulle, mais bon, à chaque fois, ça repartait quand même. Et puis, il y avait quand même des acteurs qui commençaient à s'intéresser de plus en plus à Bitcoin, hein, parce qu'on parle des institutionnels vraiment sur ce cycle, mais en 2017-2018, ça se lançait déjà, hein. Il y avait On le disait déjà. Hmm. ouais. C'était l'arrivée, en fait.
Et c'était post-DeFi, on commençait juste à entrevoir la DeFi, mais à ce niveau-là, j'avais pas du tout de connaissances sur le sujet. Moi, pour moi, c'était Bitcoin, Ethereum. Euh, quand j'ai commencé à investir en 2018-2019, c'était bon, bah balance-moi les altcoins qu'il faut acheter, je les achète tous, il n'y a pas de problème. Alors j'ai regardé Mm. plein de vidéos, j'ai acheté plein de trucs que j'aurais jamais acheté aujourd'hui, mais Mm. c'est comme ça que je me suis lancé, hein. C'est pour ça que je Mm. dis, j'ai fait vraiment quasiment toutes les erreurs qu'il fallait pas faire au début. Ouais, ouais. Hmm. À ce moment-là, tu avais, je pense, pas peur du risque, tu vois, quand on parle souvent Hmm. d'aversion au risque sur un marché très volatile. Bah, je suis pas vraiment d'accord avec ça. En fait, pour moi, c'est surtout que j'avais pas les connaissances. Parce que pour moi, quand t'as pas les connaissances, tu peux pas mesurer ton risque, en fait. C'est en fait un Mm. genre de casino, mais sans t'en rendre compte, hein. C'est-à-dire, tu dis, ouais, j'achète Ok. ça, ouais, peut-être que c'est cool, mais en fait, j'en sais rien. Par qui est lancé le projet, quelle est la tokenomics du machin, euh, est-ce que la personne qui est derrière a Varrogue, j'en savais rien, en fait, Mm. tout ça. On me disait, moi, je voyais des vidéos YouTube qui disaient, ouais, ça va monter. Ouais, très bien, j'achète, c'est cool. Ouais. Ouais. Mais sinon, par exemple, aujourd'hui, et même je pense à l'époque, j'aurais jamais acheté ces trucs-là. Et pourtant, il y en a qui ont drivé un peu le portefeuille, hein, largement, mais je les aurais pas achetés. Ok. Donc c'est pas tant le niveau de prise de risque que tu étais prêt à prendre, c'était plus le manque de connaissances qui te fait Oh, prendre, ouais, qui t'a fait prendre des risques dont tu n'avais pas forcément conscience oui. à ce moment-là. Et ça, c'est le grand problème de tout le monde, hein, je pense, hein, dans cet écosystème. Mm. Du moins pour tous les nouveaux qui arrivent, Oui, voilà, c'est ça. ils sont un peu Et même hypés des fois, on pense par des connaître, tendances. et même des fois, on pense connaître, et en fait, on se rend compte qu'on connaît pas, et on en paye les pots cassés, hein. FTX, il y en a combien qui se sont fait avoir, Celsius, il y en a combien qui se sont fait avoir. Et encore, ça, c'est plutôt débutant dans le sens où, bon, on le dit depuis le début, ne pas mettre ses fonds sur des plateformes où on main, pas la totalité, mais Mm. sur des plateformes DeFi. Il y en a combien qui faisaient confiance, par exemple, à Hacker Finance et qui ont compris que du front-end pouvait se faire hacker. Bah, Mm. voilà, on pense connaître certaines choses des fois et on se rend compte que c'est pas aussi vrai qu'on le pense. Ouais, disons qu'il peut y avoir des failles Ouais, voilà, qui n'étaient pas forcément claires et identifiées ou lisibles pour un peu le commun des mortels. On voilà. l'a vu encore récemment avec le hack de Bybit. Mm. Bon, voilà, ça c'est. Pour moi, il y en a qui disent que c'est pas trop de leur faute, mais parce que c'était compliqué quand ils se sont fait hacker, pour moi, c'est une Mm. mauvaise gestion de leur part, hein. Ouais. On peut pas tout leur jeter à la figure, mais bon, ils ont mal géré, je pense, leur processus déjà de multisig. Ils sont passés par un modèle business to customer. Ben, déjà, faut pas passer par ça, parce que ça peut Ouais. être plus vulnérable. Passer par du Mhm. business to business. C'est clair. Et comment tu as fait pour monter en compétence au fil des années? Euh, En fait, la chaîne a une double influence en fait très positive parce que moi, ça m'a permis après de m'émanciper de tout ce qui était activité professionnelle standard. Et c'est que aussi me pousse tout simplement à apprendre, à m'enseigner parce que j'aime pas dire. Bon, je sais qu'on glisse tous des coquilles à un moment donné, mais j'aime pas trop en dire. Parce que Mhm. surtout dans des milieux comme ça, par exemple, tu parlais de la fiscalité au début, bon, moi je préfère m'entourer de personnes qui connaissent pour vérifier ce que je dis, surtout parce que là, c'est des sujets très pointilleux. Mais Mhm. du coup, je vais vérifier. Et même certaines choses, des fois, que je pense savoir, je vais quand même les revérifier au cas où. Ouais. Et c'est là que je me rends compte, en fait, j'apprends quand même des choses sur des sujets que je pense connaître, hein, tout bête, mais je vais quand même apprendre. Ok. Et donc, c'est comme ça que je step up. Bon, après, je me renseigne aussi de mon côté, j'apprends des choses en lisant soit des threads sur X ou en lisant des articles, des livres aussi. Ok. T'as un livre de référence? Euh, Un livre que tu recommanderas à quelqu'un qui veut Honnêtement, moi, commencer? c'est un livre qui est connu, hein, c'est The Bitcoin Standard de Saïd Amos. Ok. Bon, il vieillit un petit peu parce que à la fin, quand il parle du Lightning Network notamment, ou quand ça comme en fait, on se rend compte parce que là, c'était vraiment une étape où on en parlait comme possibilité du Lightning. Mm. Donc c'est là qu'on voit qu'il est un petit peu vieux. Mais par contre, c'est un livre surtout qui parle beaucoup d'économie de base avec le libéralisme, le keynésianisme et compagnie, et qui va retracer plein de formes de monnaie dans l'histoire, comment elles ont évolué, et jusqu'à mener à Bitcoin. Et pourquoi Bitcoin peut être une solution, hein. Et lui parle de Bitcoin standard, c'est-à-dire que dans le sens où on a un peu un standard Bitcoin comme le standard Gold, Mhm. mais derrière, on a des banques qui ont leur propre monnaie, qui sont dérivées du Bitcoin. Mhm. Et du coup, en te Euh, formant et en découvrant du coup Bitcoin
et aussi d'autres cryptos, mais est-ce que tu en as appris plus sur le fonctionnement de l'économie? Parce que là, le livre dont Ah bah tu parles, totalement. Bah il par exemple, référence. ah mais totalement. Là par exemple, c'est pour ça que je l'ai appris, que j'ai appris que j'ai aimé ce livre parce que justement j'ai appris plein de choses sur l'économie. C'est pour ça que je le recommande parce que il est très engagé, je pense aussi. Dans la façon par exemple quand il parle de Keynes dans le livre, bon tu vois bien que bon le mec il a pas d'études, nanana, et il se permet de faire de l'économie. Bon, on voit déjà que bon il est vraiment anti-Keynes, hein, mais je trouve quand même qu'il est très intéressant parce que il y a plein de choses vraies en fait dans ce qu'il dit. Et puis on apprend aussi des choses un petit peu historiques et moi j'aime beaucoup en fait quand ça mélange l'histoire et l'économie. Et Ouais, ok. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es toujours ou peut-être même encore plus avant, à fond dans cet écosystème? bah déjà la chaîne parce que ça met une certaine pression sociale, hein, mine de rien, parce qu'on se dit il faut publier du contenu, il faut continuer. Et bon, parce que j'aime bien aussi, ça touche à plein de sujets que j'apprécie, parce que mine de rien, il y a toujours cette notion d'économie, il y a toujours cette notion un petit peu d'histoire, parce que quand tu ouvres Bitcoin, en fait, un livre sur Bitcoin, tu te dis, mais c'est incroyable, parce qu'on peut aborder le sujet de tellement de façons différentes. Je peux en parler de façon technique, je peux en parler de façon économique, je peux en parler de façon plutôt philosophique, même si certains me diront, oui, l'économie, c'est aussi de la philo. Euh, mais tu peux vraiment l'aborder de plein de façons, même historiques en fait, hein. Quand tu regardes Bitcoin, ça répond à des problématiques de plusieurs millénaires en soi. Hmm. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Hmm. Et t'es plutôt pro Bitcoin? Ça dépend dans quel sens. C'est-à-dire que quand on parle de crypto, toi, tu fais une distinction importante entre Bitcoin et les autres? Bah, pour moi, si tu veux, Bitcoin, si on part sur le postulat que c'est l'or 2.0 et que ça va être une réserve de valeur et compagnie, pour moi, ouais, bah, Bitcoin, tu le mets à part parce que pour moi, de facto, c'est pas à traiter comme un actif, comme un simple actif. Mhm. Voilà. Pour le moment, c'est pas encore le cas, c'est un simple actif, mais son devenir, c'est pas ça. Ça serait d'être autre chose. Et là, oui, je ferais une distinction parce que, par exemple, si tu pars, il y aurait les crypto-monnaies après, par contre, pour faire, par exemple, de la finance décentralisée et tout ce qui va avec, ou du gaming et compagnie, là, ça serait autre chose. Là, ça serait plus euh, des actifs, hein, parce qu'ils seraient liés à l'économie et aux conjonctions économiques qu'il y aura. Et Bitcoin, lui, par contre, ce sera la réserve de valeur, c'est-à-dire que si tout se casse la gueule, tout le monde va sur Bitcoin. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On le voit bien au niveau des Mhm. corrélations, on voit bien ce qui se passe sur les marchés, que c'est pas le cas du tout. Mhm. Mais Ouais, ouais. oui, pour moi, Bitcoin, je le mets quand même un petit peu à part. Puis bon, c'est l'actif coup de cœur, hein, l'actif ou la réserve de valeur, c'est certains le voient comme déjà comme ça. Bah, moi, clairement, pour moi, c'est une réserve de valeur. Hmm. Après, ça n'a pas encore passé le cap d'être une valeur refuge. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah après, c'est vrai que quand tu regardes le comportement long terme, c'est une réserve de valeur. Mais après, c'est sûr que si tu regardes plus sur du court terme, ça en est pas encore une non plus. Mais bon, Non. après, on pourrait dire la même chose de l'or, tu me diras. Mais bon, en beaucoup moins Oui, volatile parce quand même. que, en fait, l'or, si tu dézoomes un peu, l'or a connu des décennies complètes de marché baissier, hein. Bah, C'est un actif qui garde quand même de la volatilité. C'est sûr que ça va pas faire du x2, l'or a x3. ses propres cycles aussi, hein. Alors j'ai une connaissance que j'apprécie inviter aussi sur ma chaîne de temps en temps, qui s'appelle Thomas Andrieux. Lui, c'est un de ses actifs favoris, je crois même que c'est son actif favori, hein, de mémoire, l'or. Et il avait même publié un bouquin là-dessus et il a fait sur Cointribune, il a fait plusieurs articles ou même sur or.fr où il parle des cycles de l'or. Ouais. Mhm. Non, j'étais sur or.fr plutôt, sur l'or. Et je crois que c'est des cycles de 12 ans à peu près, si je dis Mhm. pas de bêtises. Bah là, il doit être pas mal, hein, parce que l'or, il est sur Ouais, ses plus bah, hautes et d'ailleurs, et il en valorisations. parlait de tout ça dans ses cycles. Il dit là, l'or devrait monter dans les prochains mois. Il en avait parlé de tout ça d'après, c'est juste sur ses cycles, parce que lui, oui, il a des analyses plutôt cycliques des actifs. Et d'ailleurs, bah, quand je l'avais invité sur la chaîne, tout ce qui se passe sur le marché, il disait en fin d'année 2024, on est plutôt dans une zone de surchauffe là. Bon, moi, le Bitcoin, je le vois aller à 120 000 max et après, mais ça ira pas plus haut. Ok. Parce que lui, il analyse beaucoup au niveau des cycles, et bon, après, il analyse aussi un petit peu ce qui se passe économiquement parlant, Ouais. au niveau de la macro, Mhm. mais il se base beaucoup sur les cycles. Ok. Intéressant. Et au niveau de ton activité professionnelle aujourd'hui, Mhm. Bah, là, pour le et moment, c'est oui, c'est que YouTube actuellement.
Ok. En fait, je suis parti de la France avec la chaîne YouTube que j'ai continué de développer. On avait des économies personnelles avec ma femme et, Mhm. euh, et on a tapé un petit peu dedans. Et puis en même temps, je construisais la chaîne YouTube. Puis elle aussi a construit sa chaîne YouTube. Et, euh, et puis maintenant, on est les deux dessus. Et puis bon, Ok. la Colombie a un coût de vie beaucoup moins élevé qu'en France. Ok. Ouais. Hmm. Et Et, il y a- et puis pour là, pour le coup. l'entrepreneuriat, il y a une plus grande tolérance surtout Ouais. T'es où en ce moment? en Colombie. Ok. Donc t'es expatrié Ouais, en ouais, ça Colombie fait depuis ouais, plusieurs années. ouais, depuis 2021. Ok. Ouais, je D'accord. suis parti, c'était en avril 2021 et après, j'ai pas bougé de là. Ok. Ouais, je savais pas. Ok. Donc c'est un pays qui te plaît. Vous êtes bien là-bas, ouais. Oui, ça va. Ma femme est colombienne. Elle vivait en France, elle voulait voir sa famille, et puis moi, je voulais un petit peu bouger. Et puis, j'en avais un petit peu marre en fait de la France dans plusieurs mesures, parce que moi, je voulais lancer une chaîne YouTube, mais je me disais, ça devient sérieux, ça va être pénible, parce que il va y avoir plein de choses à faire en France pour se lancer. Il va falloir déjà tout déclarer alors qu'on n'a rien lancé. C'était un Hmm. peu, et encore, c'était peut-être plus simple à ce moment-là qu'aujourd'hui, parce qu'ils veulent resserrer encore. Mais bon, plus les confinements, j'en avais un petit peu marre à l'époque. Et puis, bon, je m'étais un petit peu énervé parce qu'il y avait eu plusieurs confinements. Et là, je sentais qu'on allait se refaire confiner. J'avais dit à ma femme, bon, si notre cher président ouvre sa petite bouche pour dire on va confiner, j'ai dit le week-end, on se barre, on va en Colombie. Et c'est ce qui s'est passé. Il a parlé, le week-end, j'ai fait bah, très bien, on appelle le propriétaire, on louait, on s'entendait très bien avec le propriétaire, on a fait un état des lieux, tout ça très rapide dans la semaine. Il a accepté, il n'y a pas eu de préavis parce que on s'entendait très bien avec ce propriétaire, encore une fois. On lui avait rendu plusieurs services et il nous l'a bien rendu. On avait préparé en amont, on avait quand même résilié tous les services. On avait fait des lettres rapidement avec procuration pour les personnes parce que qui devaient faire certaines démarches pour nous. Mais le Mhm. week-end, on était parti. On était en Colombie en train de le dimanche. Excellent. Et je Ouais. comprends mieux du coup quand j'ai pris contact avec toi et que tu m'as passé ton lien Calendly, les horaires en fait par rapport à la France où c'était entre 15 heures Ouais. Ouais. et 23 heures, un truc comme Bah, ça. là, Et bah, tu vois, pour moi, là, j'ai pas capté, je me suis dit, punaise, mais il bosse tard, Julien. non, non, il est 8h40 chez moi. Et en plus, non, non, plutôt là, c'est plutôt tôt, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, sympa. Pour revenir sur tes investissements, Mhm. quand tu as commencé par la crypto. Est-ce que depuis, tu es resté full crypto ou est-ce que tu t'es diversifié dans tes investissements? Alors, diversifié, pas tant que ça en réalité. Euh, Enfin, oui et non. Je suis sur certaines devises pour des réserves, on va dire, pour acheter sur du court terme. Mhm. Mais ça, c'est même si sur ce cycle, bon, on pourra en reparler, mais j'ai un peu moins bien géré, je trouve, que le cycle précédent. Et on a moi, j'avais mis de l'or aussi, parce que bon, ça m'intéressait en physique. Et bon, j'en ai revendu hein, depuis parce que bon, il avait bien pas mal monté, Mhm. Mhm. mais j'en avais sous forme de stablecoin. Ok. Seul problème, c'est qu'en Colombie, moi je préfère leur physique, mais c'est qu'en Colombie, je m'étais renseigné avec ma femme, c'est très compliqué d'en acheter Ah physiquement. oui, ok. Et c'est surtout que en France, bon, on a les belles certifications, tout ça. Là, ils te disent oui, oui, on vous vend de la poudre d'or. Je fais oui, c'est Mhm. sympa. Alors, c'est dans des banques et tout, parce que dans certaines banques, après, ils me disaient oui, tu peux en trouver à cette banque. Je vais à la banque, ils disent bah non, on n'en fait plus. Et c'est comme en France, les banques de plus en plus, on les retire de ça. Et Mhm. ouais, et il y a plein d'endroits, en fait, moi, ce que je veux, moi, je veux du 4x9 hein, quand j'achète de l'or et pour être sûr et je veux qu'il ait une certification et tout. Et c'est très compliqué, donc c'est pour ça que je m'étais tourné plutôt vers le stablecoin après. Mhm. Ok. T'avais pris le Pax Gold? Ouais, le Paxol. Après, il faut faire attention hein, avec ça parce que faut vérifier que les audits soient bons. Et en réalité, pour moi, c'était pas la meilleure solution parce que tout ce qui est hors papier ou qui n'est pas tangible au niveau de l'or, je préfère éviter. T'as pas confiance? Non, pas Ouais. trop, trop, pas plus que ça en réalité. Mais c'est juste que là, j'avais plus confiance en Pax Gold par exemple hein, que en l'or qu'on allait me filer Mhm. en Colombie, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Ok, donc diversification Voilà. avec un peu d'or.
Voilà, un petit peu d'or. Bah après, si tu veux, c'est que en crypto, j'ai déjà pensé à la bourse, mais le problème, c'est que la bourse, en fait, quand tu regardes le S&P 500, ça réagit comme les cryptos, avec un petit peu moins de volatilité. Donc en fait, pour moi, c'est un petit peu près le même type de classe d'actifs actuellement, Mhm. hein. Je mets bien Ouais. actuellement parce que peut-être que plus tard ce sera différent, mais c'est la même chose avec quelques écarts parce que souvent, comme les cryptos, c'est un peu plus volatile. Les gros mouvements, hein, c'est ce que on voyait ça avec Thomas la dernière fois. Les gros mouvements se passent d'abord sur les cryptos et ensuite, après, bizarrement, ça se réplique sur les actifs plus traditionnels, comme la Mhm. bourse. Ouais. Mais Et c'est très corrélé. C'est corrélé aux liquidités qu'il y a sur le marché. oui, c'est considéré comme des actifs à risque, quoi. Ouais, Parmi les voilà. actifs les plus risqués sur lesquels Ouais, aujourd'hui voilà. tout le monde peut investir. Voilà. Donc la crypto, pour moi, c'est des actions plus risquées, hein. Aujourd'hui, enfin, quand je les regarde dans mon portefeuille, c'est comme ça que je les considère. Ouais, ok. Et Voilà. donc aujourd'hui, dans ton profil d'investisseur, tu es plutôt à être prêt à prendre du risque et à encaisser du coup Enfin, potentiellement une ça volatilité. dépend comment tu vois la chose. Si c'est d'un point de vue investisseur crypto, je te dirais que je suis plutôt modéré. Ouais. Si c'est d'un point de vue investisseur classique, et c'est-à-dire que tu prends toutes les classes d'actifs, je te dirais que bah, du coup, je suis forcément plus agressif étant donné Ouais. que je suis sur de Oui, la c'est pour ça crypto. que je dis ça, ouais. Ouais. Hmm. Non, parce que Ok, oui. parce qu'il y Bah, en a, quand alors, ils parlent d'investissement, de profil d'investisseur, ils parlent en termes de crypto. C'est pour ça que je ouais, faisais le point. ouais. Alors, en termes d'investisseurs, on va dire traditionnels, tu es plutôt à prendre du risque puisque tu es Hmm. tourné peut-être voilà, plus de 50% en tout, Ouais. Mais de moins en moins avec le temps. de moins en moins. Ouais. Ouais, de moins Et en moins. donc, pour un investisseur crypto, tu considères que tu as une prise de risque qui est modérée? Modéré et de plus en plus sécuritaire en fait, hein, parce que Ouais. là tu vois par exemple si tu veux l'allocation d'actifs, j'ai pas regardé parce que je reviens de vacances, mais je dois être à 90%, c'est du Bitcoin et des Ether. Ah oui, ok. Bon, le bull run là, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler encore de bull run aujourd'hui? Par exemple, tu regardes, là je l'ai un peu moins géré, je l'ai un peu moins bien géré parce que forcément les altcoins ont moins surperformé, n'ont pas très performé du coup, hein, mais, mais c'est cette partie du portefeuille, justement, le fait que je sois sur de l'Ether et du Bitcoin qui fait que j'ai moins trinqué que beaucoup de portefeuilles aujourd'hui qui s'étaient majoritairement exposés à des altcoins. Mhm. J'ai moins trinqué que certains. Ouais. Mais Et alors, si encore, on peut parler un peu de ouais. stratégie, toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a une thèse, tu parlais de cycle tout à l'heure sur l'or, est-ce qu'il y a une thèse sur laquelle tu bases tes investissements, tes prises de décision, stratégie d'achat, stratégie de revente? Bah, oui, voilà, moi j'ai une approche plutôt cyclique aussi sur les achats, les ventes, mais sauf que là, tu vois, ça c'est pas parfait parce que là on se basait toujours les cycles avec l'alt season, tout ça. Pour le moment, est-ce qu'on va l'avoir? Ça va dépendre. Et ce qu'on voyait avec Thomas, le problème c'est que là, on n'avait pas des conditions de marché similaires aux années précédentes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu des bull runs, on avait tout le temps des taux qui étaient relativement bas et stabilisés. Mhm. Quand les taux étaient bas stabilisés, du coup, il y avait des liquidités abondantes et donc, du coup, il y avait tout le terreau fertile pour que des altcoins débarquent. Alors, certains ont dit oui, non, mais là, on l'a déjà eu parce qu'il y a eu les mêmes coins. Je suis pas vraiment d'accord, hein, pour le coup, parce qu'on regarde les capitalisations sur les altcoins, c'était pas non plus dingo. Si on prend le total market cap des cryptos, c'était pas dingo non plus. C'est Je pas pense, terrible, la dominance non plus. ouais. Bah, après, la dominance, mais je pense c'est que là, on est sur un marché qui est plein d'incertitudes. Les marchés détestent ça. On a des taux qui sont élevés, donc il y avait pas ce qu'il fallait pour le moment pour avoir une altitude. Donc c'est pour ça que ça a moins performé. Et du coup, moi, ma thèse d'investissement, bon, bah, c'est une approche plutôt cyclique, mais tu vois, là, ça a moins bien marché que les années précédentes. Mais bon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais majoritairement sur du Bitcoin, et petit à petit, avec mes Bitcoins, j'ai racheté des altcoins. Et bah, si ça a bien marché bien les années précédentes, là, cette année, pour le moment, hein, peut-être que ça repartira, j'en sais rien. Mais pour le moment, ça n'a pas marché. Ça a moins bien marché, mais j'ai mon portefeuille qui a une croissance, mais bien moindre que si j'étais resté full Bitcoin pour le moment. Bien sûr. Hmm. Hmm. Oui, oui, parce Non. que Bitcoin surperforme le marché. Je suis un peu dans le même cas que toi, hein. Moi aussi, Ouais. je suis plutôt Bah, majoritairement sur ouais, Bitcoin. on va former un club. Et après, il y en a beaucoup qui ont switché en fin d'année, qui ont vendu Bitcoin pour Ether ou pour Ouais. des alts. J'ai vu pas mal ça. Je plaide coupable. Ouais. Je plaide. Et moi, je l'ai fait vraiment, Bah, après, moi, vraiment avec la une dominance vision voilà, quand comptable. j'ai commencé à switcher, le Bitcoin était quand même assez élevé.
Mhm. Et puis bon, voilà, après, moi, j'ai pas racheté non plus des actifs trop déchets. Donc, dans tous les cas, tu vois, il y a des altcoins, ça build et tout qui sont vraiment utilisés, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis c'est vraiment une petite partie de mon portefeuille, donc ça va, j'ai plutôt confiance. Et puis bon, Ether et Bitcoin, je sais que bon, si même s'il y a un bear market, je pense que prochain cycle, je retombe sur mes pattes. Si vraiment je veux hold, ou alors je peux aussi, Mhm. c'est là qu'il faut que je vérifie si vraiment on part en bear market. Mhm. Est-ce que je recentre plutôt quand même sur du stablecoin et après je rachète si ça va plus bas ou est-ce que je reste là-dessus? C'est là qu'il faudra faire les vérifications et Ouais. analyser la stratégie. Mais la tasse d'investissement, ouais, pour y revenir, c'est plutôt une approche cyclique, même si je recommande beaucoup sur ma chaîne plutôt ce qui va être stratégie d'achat, DCA, on se prend pas la tête, Mhm. et stratégie de vente, on fait de la vente par palier Ouais. avec une Ok. stratégie en place qu'on n'a pas redéfinie à l'avance et on applique bêtement. Ouais. Ok. Voilà. Et en prenant en compte le profil d'investisseur. Ouais. On peut faire partie du même club, effectivement. Ouais, tu vois? C'est sensiblement ce que je partage aussi. Ouais. Bah, Ouais. c'est ce qui marche le mieux. Et puis, c'est que ce que j'aime bien, en fait, bon, le DCA, c'est qu'on peut le moduler légèrement. Mhm. Mais même si c'est une stratégie plutôt peu, qui offre très peu de versatilité. Mais par contre, la stratégie de vente, ça, elle en offre énormément. C'est-à-dire qu'en fonction de notre profil investisseur, bon, si je suis très agressif, je mets des paliers plus hauts. Je mets, je garde un moonback plus important. Mais par contre, si je suis très sécuritaire, voilà, je me centre sur des actifs moins risqués, par exemple Bitcoin, et puis j'ai des targets plus Mhm. basses. Hein, Ouais. c'est beaucoup plus modulaire à ce niveau-là. Et puis bon, après pour le DCA, on peut quand même faire deux, trois petits aménagements. Mais je pense que ça reste quand même moins versatile. Ouais, ouais, complètement, ouais. Mm. Et du coup, dans le cadre d'une diversification crypto, Mhm. au-delà de Bitcoin et Ether, quand tu te positionnes sur un autre projet, et quels sont Mhm. les éléments que tu vas analyser et lesquels et lesquels tu vas apporter le plus d'attention? Euh, Déjà, les tokenomics, en vrai, c'est méga important. Je pense que souvent, on parle, ouais, ouais, c'est bien, ça parle de d'IA, ça parle de ceci, mais bon, les tokenomics, comment ça se passe, qui est derrière le projet, Mhm. euh, combien la team a dans la répartition en termes des Ouais. tokenomics, combien ont les VC, hein, parce que ça, souvent, enfin, bon, maintenant, les gens s'en rendent un petit peu plus compte. Et surtout les advisors, parce que des fois on les oublie, mais par exemple, je prends le projet TADA qui était beaucoup chill, parce que ça aussi, quand c'est chill par exemple par la communauté FR, et principalement que en France, ça aussi je m'en Mhm. méfie énormément. Et Mhm. ça avait été le cas par exemple de TADA. Je voyais, moi j'avais regardé rapidement, hein, je voyais il y avait 4 advisors, ils se partageaient 5% de la supply. Ouais. Et c'était autant que toute la public sale. Donc, Ouais, non, ouais. mais c'est pas normal, ça. Alors, après, il y a eu des vestings, tout ça, mais quand on voyait, il y avait un cliff de 3 mois, et après, c'était bon parti pour un relâchement de token, et là, ça allait dump à fond, quoi. Donc, ça, Ouais. par exemple, c'était typiquement le genre de projet que j'évite. Ouais. Ce qui est des fondamentaux ou pas, ça, j'en ai rien à faire. Après, oui, je regarde la blockchain sur le projet, si c'est un layer one. Bon, je regarde vite fait quand même. Mais si c'est par exemple c'est surtout, quand je vais être plus prudent, c'est si c'est construit sur un layer one, Ouais. sur quelle blockchain ça va se construire. C'est-à-dire si ça se Mhm. construit par exemple sur Multiversix, hein, qui a rebrand je sais pas combien de fois, bah, là, je vais pas y toucher. Ça m'intéresse même pas. Je sais très bien que ça se construit Ouais. sur un no man's land. C'est pas un terreau fertile. Si ça se construit sur Mhm. Ethereum, déjà, bah, je trouve ça plus intéressant. Maintenant, ça veut pas dire qu'il y aura Mhm. des choses, mais après, il faut regarder l'utilité du projet. C'est la crypto, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle a vraiment des incitations? Ou est-ce que c'est juste une crypto qui est là pour faire plaisir, un meme coin? Est-ce que c'est une crypto qui va servir uniquement à la gouvernance et qu'on va mettre en staking, hein? Donc en deux mots, pour moi, Mhm. c'est pas différent d'un meme coin, hein, pour la plupart du temps, ça. C'est juste on Ouais. lui donne une pseudo-utilité. Il y a deux, trois trucs quand même que... Regardez, il y a pas mal de choses. Ouais, ouais. Ok. Donc du coup, toi, tu passes quand même un peu de temps pour choisir un projet dans lequel Ouais, tu vas investir. Tu prends quand ouais, même un petit moment d'analyse. ouais, pas mal. Et après, bon, c'est le capital aussi en fonction bon, du type de projet que c'est. Et aussi, je vais pas mettre les mêmes capitaux, par exemple, sur un projet qui est dans le fin fond du coin market cap et un projet comme Bitcoin qui va être number one, quoi. Ouais.
Et est-ce que tu as tendance, parce que du coup, tu as connu plusieurs cycles, à aller sur Mm. des cryptos nouvelles dans un cycle ou aller plutôt vers Mm. les Ouais, anciennes qui ont déjà eu des belles perfs? bah, en fait, t'as deux. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que les cryptos de nouveau cycle, c'est celles qui perfent le mieux. Donc, si tu veux Ouais. chercher de la performance, tu vas là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est aussi les plus risqués, et c'est celles qui, 99%, vont finir à la poubelle en bear Mm. market. Et, et après, tu as les coins de second cycle. Donc, eux, ils vont un peu moins perf, mais ils peuvent quand même avoir des très bonnes perfs, hein. Je pense Solana, je pense qu'il y en a qui sont très contents avec leur sol. Mais c'est voilà, c'est pas la majorité. Et bon, c'est quand même une hausse bien moins importante que quand elles ont eu leur premier cycle. Donc ça permet aussi de voir, enfin, ça dépend du profil d'investisseur. Est-ce qu'on va vouloir aller chercher plus de risques ou pas? Donc moi j'ai un Ouais, petit peu des deux, mais j'ai plus de crypto par exemple de second cycle. ok. Parce Moi tu qu'effectivement, il y a ce phénomène de hype en fait qui fait que tu as des cryptos Oui, qui voilà. vont exploser, notamment des nouvelles cryptos. Oui, et Et puis il y a c'est toujours des pareil. influenceurs qui vont te dire top 5 des pépites à avoir en portefeuille, les dernières cryptos que tu dois absolument avoir. Bon, bah, ça entretient beaucoup cette hype. Bien sûr. Et ça, c'est d'ailleurs des signes de bull run ou de top de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu traînes un peu sur YouTube, je crois pas qu'il y ait beaucoup de mecs qui fassent des vidéos top pépites ou pépites du mois d'avril 2025. Je crois qu'il y en a Euh, beaucoup moins en ce moment. Bah, ça marche beaucoup mieux en Boulogne surtout, mais oui, c'est sûr que là, les recherches sont différentes. Par exemple, moi, là, actuellement, si je voulais vraiment faire une vidéo qui cartonne, je mettrais une miniature, je ferais cycle baissier, enfin, baisse sur les cryptos, qu'est-ce qui se passe? Et Ouais, c'est ça, c'est plutôt ça qui marche en ce moment. ouais, ouais. Ouais, ouais. Trump tue la crypto. Oui, voilà, il faut bien mettre un fond rouge. Non, ouais, c'est clair. Bah, après, tu parlais d'un exemple d'un projet français. C'est vrai qu'on peut tendance aussi un peu à se faire avoir quand on suit que des youtubeurs ou influenceurs sur X ou peu importe le réseau Hmm, social français. On peut se faire avoir en pensant que ça représente un peu, quand il y a une crypto qui revient un peu chez tout le monde, que hmm. c'est comme ça dans le monde entier, quoi. Que les Américains, Ouais. Bah les après Tadage, il y avait certaines. Alors, c'était sur le précédent cycle, hein. Des fois, c'était amusant parce que bon, j'avais des projets qui me contactaient. Alors, bon, des fois, c'était vraiment des arnaques et ça allait pas tourner, mais des fois, il y en avait. Je me disais, celle-ci, elle va tourner, c'est sûr. Et puis, Mm. bon, j'avais certains gros influenceurs dont on taira le nom, mais bon, c'était pourri, hein. Et puis, qui le lendemain, ils étaient en train de faire leur vidéo dessus. Pas le Mhm. lendemain, peut-être pas le lendemain, mais quelques jours après, quoi. Ouais. Donc, pour moi, déjà, c'est en tant que quand tu te positionnes en tant qu'influenceur, entre guillemets, bon, tu as des personnes qui te contactent pour parler des projets. Et donc, du coup, forcément, bon, tu sais un petit peu déjà ce qui va circuler. Mhm. Mais par exemple, pour Tada, j'avais pas eu. On m'en avait pas parlé. Et puis, bon, comme j'ai arrêté un petit peu, je parle plus trop de projets crypto en général sur ma chaîne. Ouais. Je n'ai pas. J'ai plus trop de projets qui me contactent pour parler d'eux. À la limite, j'ai plus des entreprises qui vont pas en rapport soit avec de la fiscalité, de d'hardware wallet aussi. Je travaille beaucoup avec des Mhm. entreprises d'hardware wallet. J'en ai beaucoup qui me contactent parce qu'ils aiment bien les reviews que je fais. Mhm. Mais oui, c'est vrai que j'ai plus trop d'entreprises maintenant qui me disent parlent de ma crypto. Mhm. Il y en a Alors, une qui m'avait contacté, c'était quoi? Bon, ça commence à dater la dernière, où il y avait vraiment la crypto qui avait été un petit peu chill. Et au final, on s'est rendu compte que l'argent des investisseurs avait disparu et c'était une grosse entreprise dans le CTFR. ah ouais, Hmm. ouais, c'est chaud, hein. Il y avait une réunion qui avait fuité et Darkemi avait envoyé sur Twitter. Ah oui, je Il sais de quoi avait, il tu avait parles. fuité cette réunion. Je sais pas si tu vois laquelle Mhm. c'est. Ouais, ouais. On m'avait envoyé un pitch et, Incroyable. et puis à l'époque on te disait oui. Alors pour les lois, il faut pas que tu parles de l'ICO pour les lois françaises, mais tu parles juste, bien sûr, du site internet et tout. Et puis en gros, tu arrivais sur le site, c'était ICO, Public Sale et compagnie. Mhm. Ouais, ouais, c'est moche. Tout ce C'est qui, moche ce qui s'est passé. tout ce qu'il faut pour que tu te dises bon, on va pas aller dessus quoi. Ouais. Mhm. Et du coup, je reviens sur les hardware wallets. Mhm. Pour toi, c'est le moyen le plus sécure de stocker ses cryptos, Euh, l'accès à ses cryptos. Ouais, pour le hardware wallet, en fait, c'est une très bonne pratique, mais après, tu peux le coupler avec d'autres pratiques. C'est-à-dire, tu peux toujours aller chercher une sécurité supplémentaire.
C'est-à-dire que en cybersécurité, il y a un concept qui est très simple, c'est qu'il n'y a rien qui est 100% sécurisé. C'est 99,999. Maintenant, à chaque fois, si tu veux rajouter un 9 après ta virgule, bon, bah, il y a des concessions à faire en plus. Ouais. Mais ces concessions, ça va se faire sur la praticité. Bah, plus ça va, plus ça va être désagréable d'utiliser. Parce que je peux très bien te faire un setup avec plusieurs hardware wallets. Derrière, je te fais un multisig et je te mets plein de barrières à l'entrée, tu vois. Mais le problème, c'est que dès que tu vas vouloir bouger tes fonds, si tu as 100 balles à bouger, bon, c'est un peu pénible. Donc ça dépend de ce Mhm. qu'on veut. Mais les hardware wallets, c'est pour ça que c'est un excellent compromis. Plutôt que dire que c'est la meilleure, je dirais que c'est un excellent compromis entre sécurité et praticité. Maintenant, Mhm. attention, tous les hardware wallets ne se valent pas, ça dépend vraiment de ce qu'on veut, de ce qu'on recherche, parce que très souvent, là, il y a des influenceurs sur les réseaux qui, en général, vont nous dire, ouais, celui-là, c'est le meilleur hardware wallet. Attention, ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend ce que tu recherches, Mhm. et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à ce genre de discours, parce que mine de rien, ça peut être quelque chose de très important, vu que c'est ce qui sécurise littéralement nos fonds. Ben oui, tout à fait. Du coup, là, depuis peu, il y a Tangem qui est arrivé de Hmm, manière assez, je trouve, forte. fracassante sur le marché. Euh, Toi, ton avis sur ce qu'il propose? Bah, en fait, j'avais eu des discussions, parce qu'il y avait quelques temps, j'avais fait un thread sur Tangem. Ouais. Et j'avais dit quoi? J'avais dit dans un thread, ouais, bah alors moi j'aime bien Tangem, je l'utilise en wallet secondaire si tu veux, pour me déplacer, Mhm. tu vois, je suis parti en vacances. Si j'avais besoin d'un hardware wallet pour vendre un peu de crypto et par exemple parce que j'avais besoin de liquidité, bah tu vois, j'avais ma carte Tangem, j'avais pas d'autre hardware wallet. Ça c'est simple, je me prends pas Mhm. la tête et tout. Donc ça pour moi c'est un très bon hardware wallet, hein. Je mens pas là-dessus, mais pour moi c'est moins sécurisé. Et ça, Mhm. j'avais dit dans un thread à l'époque sur X. Et alors moi, je n'ai pas trop de visibilité encore sur X, mais bizarrement, cette fois-ci, j'avais eu beaucoup de visibilité. J'ai eu tout de suite plein de réponses, tout ça. Et je pense que c'était Tangem qui répondait avec des comptes un peu bottés Ah ou oui. des comptes secondaires. J'avais Tangem qui m'a répondu directement aussi. Non, c'est pas vrai, on Mhm. n'est pas moins sécurisé, blablabla. Ils m'ont proposé D'accord. une réunion pour Ah discuter de oui. ça avec eux. Ouais, c'était pas en mode méchant, c'était pour essayer de Mhm. m'instruire et tout, ou de m'apprendre des choses. Alors c'était très intéressant, mais bon, ça m'a pas fait changer d'avis. Pour moi, ils sont un cran en termes de sécurité, et je leur ai dit pourquoi. Alors je suis pas expert du tout en cybersécurité, hein, je tiens quand même à le préciser, mais de manière générale, quand un hardware wallet n'a pas d'écran, il est moins sécurisé. Et ça, D'accord. c'est un fait. Parce Ok. que quand tu veux signer une transaction, le principe, c'est de pouvoir faire une double vérification. Si Mhm. ton Tangem, tu l'utilises tout le temps, c'est avec quoi? Tu l'utilises avec le smartphone. Ton smartphone, il est corrompu. L'application, elle est corrompue de ton hardware wallet. C'est-à-dire, tu vas signer une transaction, l'affichage, ça veut dire, ça peut t'afficher quelque chose, mais toi, quand tu passes ta carte, tu signes une autre transaction. Et ça, tu le sais pas parce que tu n'as pas d'écran. Donc, Mhm. c'est pour ça que Tangem, Satoshi et compagnie, pour moi, c'est moins sécurisé. Parce qu'il Ok. n'y a pas d'écran. Et Et ouais. aujourd'hui, le top sur le marché. Ça dépend ce que tu cherches, parce que après c'est là il va y avoir notre bon vieux débat open source closed source. Je vais refaire une vidéo d'ailleurs sur le sujet parce que j'ai plein de choses à dire, mais là ça dépend. Si on veut de l'open source, il y a plusieurs hardware wallets, hein, mais j'en ai testé. Bon, t'as Trezor si tu veux pour vraiment pas te casser la tête. Mhm. Sinon j'en ai testé. Alors je peux pas te les montrer parce que sur la caméra c'est peut-être si je bouge la caméra ici, tu vois, j'en ai plusieurs ici. Tu as les OneKey qui est Ouais. open source, qui sont pas mal. T'as Keystone aussi. Bon, Trezor, j'ai pas testé. Il faudra que j'essaye d'avoir un contact avec eux pour voir leur hardware wallet. Mais euh, les open source, ça fonctionne bien. Mais après, il y a quand même aussi certaines problématiques qui sont inhérentes à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a Mhm. pas de signature du firmware. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est quand tu as un constructeur qui va pousser une mise à jour, si tu veux, sur ton hardware wallet, il va mettre ce qu'on appelle une mise à jour enfin, il va signer la mise à jour, et il n'y a Mhm. que les hardware wallets qui vont connaître cette mise à jour. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas l'installer, ton hardware wallet va vérifier qu'il y a bien la signature, il va dire, OK, c'est bien Ledger, OK, j'accepte, j'installe. Ok. S'il n'y a pas la signature, je veux pas, je veux rien savoir. Et ce qui se passe, c'est que ce genre de secret, tu peux pas l'avoir sur l'open source, vu que c'est open source. Donc, du coup, ça veut dire que dès que tu vas vouloir mettre à jour ton hardware wallet open source, bah, tu t'exposes à des Mhm. vulnérabilités potentielles parce que est-ce que tu es sur le bon site internet? Est-ce que l'email que tu as reçu, il est bien du constructeur? Est-ce que Mhm. le front-end du site sur lequel tu télécharges ta mise à jour, c'est bon? Est-ce que si quelqu'un a accès physiquement à ton appareil, à ton hardware wallet, il peut pas pousser une mise à jour négative? Bref, il y a plein de Mhm. problématiques qui sont soulevées par rapport à ça, et il y en a différentes. Donc, l'open source n'est pas aussi
sécurisé que certains le pensent. Alors, c'est sécurisé, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais certains disent que c'est plus sécurisé, c'est mieux que le closed source. Là, il y a une concession à faire là-dessus, hein, en termes de sécurité. Au niveau du design, il est différent. Par contre, oui, c'est transparent. Et Ouais, ouais. après, si vraiment, moi, c'est le hardware wallet que je recommande en général, hein, pour le closed source et pour tous les débutants et les personnes intermédiaires en général, Ledger, on se casse pas la tête. Mhm. Ouais, On se ouais. casse pas la tête. Et bon, c'est closed source, mais c'est une entreprise française. Et puis il y en a plein qui disent oui, mais bon, c'est pas open source. Si jamais ils se barrent avec les fonds, mais s'ils se barrent avec les fonds, Ledger, c'est une entreprise qui est rentable. Ils vont vraiment se tirer une balle dans le pied Mhm. comme ça, sachant que les personnes qui font ça, mais derrière, il y aura des peines, enfin, ils vont se faire, il y a des personnes qui vont engager des assassins, hein, s'il se passe ça. Ouais, ouais. C'est pas possible. Il y a combien de millions, et encore, je suis gentil, qui sont sécurisés avec des Ledger Wallet. Ouais, ouais, bien sûr. Puis bon, derrière, les personnes finiront en prison, c'est sûr. Oui, puis après, c'est français, c'est régulé. Alors, je sais pas Parce que si, combien si on raisonne d'argent, comme, parce mais que bon. si on raisonne comme ça, c'est le même type de raisonnement qu'on pourrait dire, ah bon, bah si Bitcoin, un pays achète plein de mineurs pour faire des doubles transactions, ok, très bien, mais du coup, ça veut dire qu'il aura investi de l'argent pour rien, quoi. Il va tout perdre. Mhm. Alors qu'il aurait plus intérêt à participer au réseau et gagner du Bitcoin comme ça. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est hyper intéressant. Il n'y a pas de solution parfaite, mais Non. c'est en fonction de ce qu'on recherche et de la confiance qu'on accorde Voilà, c'est ça. aux éléments, quoi. Ça dépend vraiment de ce qu'on va rechercher, hein, totalement. Parce que je trouve, et c'est pour ça que il faut que je reparle de l'open source, parce que l- c'est beaucoup recommandé, on va dire, l'open source comme solution Mhm. miracle, mais c'est pas une solution miracle, c'est un choix de design. Et maintenant, il faut voir le revers de la médaille. Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Et pour moi, l'open source, ça correspond en réalité plus à des personnes qui ont un profil technique, qui vont vraiment vérifier notamment les mises à jour, hein, Mhm. c'est-à-dire qu'ils peuvent vérifier le code. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont dire, oui, vérifier de l'open source et tout, c'est très bien, ok, mais tu vérifies tes mises à jour que tu pousses ou pas? Non? Bon, bah, ça veut dire que tu fais confiance aussi, hein, Ah d'accord? oui, exactement. Alors moi, Mhm. je plaide coupable, je vérifie pas, j'ai pas les compétences parce qu'il faut avoir des compétences aussi là-dessus. Ah ouais, ouais. Et mais mais bon, je trouve ça bien d'avoir aussi plusieurs hardware wallets. Enfin bon, après moi on me les envoie, mais ça peut être aussi sympa pour se diversifier. C'est un problème un jour avec Ledger, bon bah je peux switcher vite fait. C'est hyper intéressant. En tout cas, moi, c'est un discours que j'avais jamais entendu Hmm. sur les open source. Donc, je suis très, très heureux de Ah l'entendre ici. ah, Merci bah beaucoup. bah, avec plaisir. Bah, sur les hardware wallets, il y a plein de choses à savoir, hein. Mm. Ça, c'est pareil, par exemple, tu vois, tu as des bitcoins maximalistes. J'avais une discussion avec quelqu'un je sais plus quel hardware wallet il me parlait. Il disait, ouais, ce hardware wallet, et il est connu en plus, hein. Ouais, il est très bien, machin, il est open source. En plus, t'as un élément sécurisé dedans et tout. Parce que sur leur site, ils te marquent Virtual Secure Element. Ça peut pas être virtuel, ces trucs-là, c'est un composant Mm. électronique, c'est forcément physique. Et en fait, Ouais, quand tu lis un petit peu à hoc, bon, bah, en fait, non, il y en a pas. C'est juste qu'ils font comme s'il y en avait un, mais il y en a pas, en fait. Bah, c'est sans élément sécurisé. Et pourtant, c'est censé prôner la transparence de l'open source et compagnie. ouais, ouais, ouais. Ok, top. Si on revient un peu sur ton parcours, Hmm. euh, tu nous as partagé peut-être le moment le plus dur émotionnellement. C'était au moment du Covid, c'est ça, quand Ouais, c'est tu ça. rentres dans le marché et que ça continue de baisser. Mhm. Donc ça, pour toi, c'est le moment le plus difficile et le moment le plus sympa, le moment le plus euphorique que tu as pu connaître. Le plus euphorique, j'en ai pas spécialement, parce qu'en vrai, maintenant, j'essaye de rester détaché de tout ça. Ouais, c'est bien. Euh, ouais, mais du coup, là, tu me poses vraiment une colle, parce que je sais pas du tout. Bah, Euh, après, c'est possible qu'il n'y en Ah ait si, pas eu, hein. j'ai eu un truc, ouais, c'est ça, c'était débile, mais parce que c'était débile, et du coup, ça m'a rendu euphorique. Alors, c'était pendant c'est vraiment débile. C'était pendant le 2021, j'avais eu bon, il y avait plein de shitcoins qui sortaient sur la BSC. Et Ouais, là, il y a eu une grande époque, c'était les play to earn. ouais. J'avais mis 20 balles sur un truc, c'était un Bomberman dégueulasse. En plus, tu jouais même pas. Je pensais que j'allais pouvoir me jouer, mais en fait, c'était juste des bonhommes qui y jouaient et qui cassaient des cases. Et dedans, tu pouvais avoir des NFT et des coins. Et bah, j'ai eu la chance, hein, j'avais mis 20 balles. J'en avais acheté deux et j'en avais eu un très rare ou je sais plus quoi. Et en fait, ce qui s'est passé avec ça, c'est que bah, c'est 20 balles et je sais plus, j'avais eu 1000 ou 2000 balles juste avec, mais c'était un truc débile. Mais c'était Ah parce qu'en ouais. fait, il marchait super bien et ça me rapportait vraiment tous les jours, ça me rapportait de l'argent comme ça. Et mais c'était rien du tout. Mais en fait, ça me faisait tellement rire qu'avec 20 balles, je touche 1000, 2000 balles en quelques Ouais. semaines, alors que, enfin, c'était vraiment nul en fait.
Et moi, j'étais mort de rire avec ma femme. Je disais, mais regarde, regarde, regarde. Et puis on rigolait. C'est le côté dégène de la Ouais, crypto. ça s'appelait, le coin, ça s'appelait le Bitcoin, B-C-O-I-N. Je crois que c'était Bombercoin, Ouais, le truc. Bon, ça doit être vraiment la cave maintenant, mais à l'époque, c'était marrant. ouais. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a eu récemment? Il y a eu le Tap to Earn. Alors ça date Ouais, de quelques ouais, mois quand même déjà maintenant. ouais, Mais ouais, ouais. Et Stephen aussi qui existe toujours, Stephen Go, ouais, ouais. dans les Move to Earn, mais Tap Ouais. to Earn. C'est que moi j'ai du mal avec le modèle économique de ces trucs-là. Bon, je comprends qu'il y en a qui gagnent encore de l'argent dessus, mais c'est que derrière, après, bon, déjà, faut vouloir s'en servir. Et Mhm. c'est que ouais, les move to earn, moi quand je comprends pas le modèle économique derrière, en général, j'y touche pas. Après, je comprends Ouais. qu'il y en a qui gagnent encore dessus. Ça, je vais pas le remettre en question. Maintenant, sur quoi ils gagnent le revenu? Est-ce que c'est parce qu'il y a des débutants qui achètent le Ouais. coin et Ouais. que voilà, donc c'est le même principe, hein. Au final, on participe à un Ponzi et on vend la chose Exactement. à des Enfin, moi, je l'ai débutants. toujours vu comme ça, ouais. Ouais, c'est se refiler la patate chaude. Donc moi, je j'aime pas trop les trucs comme ça en général. Mhm. Pour ça, les mêmes coins, Ok. par exemple, j'y touche pas. Ouais, ouais. Ouais, on est, Ça fait partie de tes règles d'investissement, pas ouais, de non, c'est des limiter règles les éthiques, on va cryptos. dire. Enfin, Ouais. après, on n'en a pas tous le curseur au même endroit. Je porte pas de jugement aux personnes qui font ça, font ce qu'elles veulent. Maintenant, moi, voilà, je considère que ça, c'est participer à un énorme Ponzi, hein, tout simplement, quand on Mhm. est sur des mêmes coins, par exemple. Oui, c'est bien beau. Les personnes qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui sont initiés. Et le but pour elles, bah, après, c'est de s'en débarrasser. Et avant de vendre à qui? Pour s'en débarrasser, il faut forcément des vendeurs, des acheteurs en face. Les acheteurs, c'est souvent des débutants qui connaissent rien. Et en fait, on accepte d'aller voler de l'argent, entre guillemets. Enfin, c'est de mon point de vue, hein. On vole Mhm. inconsciemment de l'argent à d'autres personnes. Alors, on n'a pas l'impression, parce que derrière, on voit l'écran de trading, on n'a pas l'impression. Mais pour moi, c'est comme si on prenait le sac à une grand-mère dans la rue, hein. Mhm. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. Et le fait qu'il y ait un ordinateur, un écran devant nous, bah, ça déshumanise un petit peu et on se rend pas compte de ce qui se passe derrière, en fait. Ouais, Il y en ouais. a combien qui ont perdu de l'argent derrière? Voilà. Et quand Peut-être l'influenceur un dit, peu. ouais, j'ai gagné tant avec ce même coin, bah, ça se trouve, il a peut-être volé sa communauté indirectement. Ouais, bien sûr. Et là, c'est le profil, c'est peut-être pas la mamie, c'est peut-être le jeune qui Ouais. espère ou qui rêve Ouais, bon après lui il devenir apprendra. Mais je veux millionnaire. dire par exemple si c'est une personne de 50-60 ans qui débarque qui a mis des économies de sa vie parce qu'on lui avait dit que c'était bien. Hein, bon, Mhm. certains diront que c'est sa faute, il a qu'à vérifier tout ça. Mais il y a quand même une part de responsabilité aussi des personnes qui participent à ce petit jeu-là. Ça faut pas le retirer non plus. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, sur tout ce qui est meme coin et tout, il y a quand même pas mal de mise en garde, hein. C'est une classe, c'est une catégorie qui fait quand même un peu débat. Ouais, bah pour moi, tu vois, ça c'est, tu vois, je suis pas fan je suis pas pro régulation. J'aime pas, mais autant pour les meme coins, les trucs comme ça, pour moi, je suis désolé, il doit y avoir une régulation. Parce que là, on se rend compte que là, n'importe qui peut lancer ça n'importe comment. Mhm. Parce que là, en fait, c'est des ponts illégaux, hein, parce qu'il n'y a pas de régulation autour. Et pour moi, tu Mhm. vois, ça devrait être régulé comme des casinos, hein. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir seulement certaines entreprises potentielles qui pourraient les émettre. Et Mhm. alors, je sais que certains sont pas du tout d'accord avec moi, mais il y a certaines entreprises qui peuvent les émettre et que ce soit traité comme les casinos, avec les mêmes restrictions. Ok. Bah, Donc, c'est ni plus ni moins ça, c'est un casino, hein, tout le monde prend ça pour un casino, autant le faire jusqu'au bout, hein, alors que les autres haltes, on va dire plus classiques, ou qui ont un rôle ou une utilité, du coup, ne le sont pas. Ouais, voilà. Bon, après, c'est pareil, tu mets le curseur où, c'est ça le problème, Ouais. est-ce que ton super altcoin qui est utile pour de la gouvernance d'un projet et que tu peux stacker pour en avoir avec une inflation limitée, bon, est-ce que ça c'est un même coin ou pas? Ça se dépendra et ça c'est très difficile de mettre, faut mettre une bonne définition, que Mhm. ça exclut pas tout, mais que ça exclut bien les mauvaises catégories. C'est ça qui est très Mhm. difficile aussi. Ouais. Mais ouais, mais les mêmes coins, par exemple, quand je vois Pumpfun, les compagnies, toutes ces plateformes-là, pour moi, ça ne devrait pas exister sans être régulé. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais commencé par beaucoup d'erreurs. Mhm. Euh, Si tu pouvais les classer parmi les pires erreurs, du coup, pour mettre en garde ceux qui voudraient se lancer maintenant. Ne pas se renseigner, tout simplement, première chose. Ne pas savoir dans quoi on investit. Par exemple, si j'avais su qu'il y avait vraiment des cycles sur les cryptos, si j'avais su que c'est pas bien d'écouter les influenceurs trading sur les réseaux. Mhm. Ouais, le trading, ça c'est vraiment pour moi la pire erreur. Vraiment, c'est. Mhm. Enfin, non. Ouais, pas avoir de connaissances et faire du trading, pour moi, c'est les deux pires erreurs. C'est ce que je dis souvent, pour moi, ça c'est l'attrape-nigo. Vraiment Ouais. parce qu'il faut, en fait, c'est qu'on comprend pas quand on arrive, c'est pour ça qu'il faut se renseigner. Le business model du trading, qui c'est qui est vraiment gagnant?
eh ben, c'est les influenceurs et c'est les plateformes. Parce que les plateformes elles vont se rémunérer sur les frais de transaction et les influenceurs vont toucher des commissions. Eux, ils sont 100% gagnants, il n'y a pas de problème. Moi, quand je partage un lien, la personne, elle passe par mon lien, qu'elle gagne ou qu'elle perde, moi je gagne de l'argent derrière, j'en ai rien à faire. Va juste trader Mhm. et je me fais plaisir. Alors, il y a des influenceurs trading, et là, ils se font très plaisir avec ça. Et, euh, et justement, là, c'est pour ça que les plateformes t'incitent plutôt à aller sur des perpétuels, des contrats à Mhm. trader et compagnie, parce que ça leur rapporte plus. Mais, et qu'il y a aussi les bots de trading, maintenant, comment ça s'appelle, le copy trading, voilà, c'était la grande mode. Mhm. Il y a une Mhm. plateforme très connue que j'aime pas du tout, qui a bien partagé là-dessus, hein, Ouais. qui a payé beaucoup d'influenceurs, justement. C'est aussi pour ça que je l'aime pas du tout. C'est pour Ouais. ça qu'elle est bien placée. Et, ce qu'il faut, ouais, et ces plateformes-là, du coup, c'est comme ça qu'elles font leur business model. Et en fait, le trading, quand on regarde les stats, on dit oui, il y a 9 personnes sur 10 qui perdent. Donc, il suffit juste de faire partie des 10%. Alors déjà, il y a tout le monde qui se dit, ouais, moi, je fais partie des 10%. C'est marrant parce que 100% des gens disent ça. Il y a un problème. Donc, en fait, pour moi, tu jettes ta pièce et ça revient à ça, hein, pour ces personnes et tu pries pour être du bon côté. Mhm. Et alors, certains. Et puis, en fait, quand tu regardes la réalité des choses, en fait, c'est bien inférieur à ça. Parce que c'est pareil, ok, tu as 10% de gagnants, mais si tu as gagné 10 centimes sur tous tes trades, ok, tu fais partie des gagnants, c'est bien, tu vas faire quoi avec 10 centimes? T'as passé combien d'heures devant tes écrans? Hein? Il y a ça. Derrière, ok, c'est très bien, mais la fiscalité du trading, c'est pas la même que la fiscalité du. Enfin, quand tu veux faire vraiment du trading, ton activité, c'est pas la même, hein, la fiscalité. T'es pas Mhm. imposé pareil. Et après, les actifs que tu trades, est-ce que tu surperformes le marché ou tu le sous-performes? Parce que c'est pareil, tu peux Mhm. être gagnant, hein, en dollars ou en euros, mais derrière, si tu fais des moins bonnes performances que Bitcoin, bon bah autant hold du Bitcoin. C'est sûr. Et ça, c'est là la petite problématique. Et les vrais gagnants, ceux qui vivent vraiment du trading, qui surperforment les marchés, et sur du long terme, parce que plus on regarde sur du long terme, plus le facteur aléatoire diminue, et moins il y a de gagnants du coup. Ouais, Et, et, su- exactement. et sur du très très long terme, on se rend compte qu'il y a très peu de personnes qui sont réellement gagnantes. Effectivement, je crois que ceux qui gagnent de l'argent, en tout cas devant les traders, ce sont les investisseurs qui ont su du coup être patients et faire tout simplement Ah, mais des de très méthodes loin. qui est pourtant très critiquée, mais Hmm. enfin, sur Bitcoin en tout cas, c'est des- un des moyens d'enrichissement les plus efficaces. Ouais, bah totalement. Mais après, j'avais fait une vidéo une fois c'était sur le trading qui expliquait ce que je te disais là à l'instant de façon un peu plus détaillée. Et puis je mettais des études à l'appui, hein. C'était simple, je mettais l'étude de la l'AMF que Mhm. j'avais lue juste pour l'occasion d'ailleurs et qui était très intéressante pour le coup. Généralement, la l'AMF, j'ai tendance un peu à critiquer, mais là cette étude, elle valait le coup. Mhm. Et puis j'avais mis d'autres études en place, hein. Et puis il y en avait une aussi c'était plutôt aux US, parce que, où je montrais les gestionnaires de fonds actifs, donc actifs, qui font Ouais, du trade du coup, et je montrais leur performance face au marché. Bah, c'était 90%, ils sous-performaient le marché. Je sais plus, j'ai plus la stat exactement, faut regarder l'étude, mais c'était impressionnant. Même chez les pros, ça sous-performe quoi. bien sûr. Et puis bon, c'était en 2009, je crois, il y avait une étude aussi, c'était dans Le Monde, des chimpanzés qui gagnaient contre des traders. Donc tu vois bien le facteur aléatoire quand même, ça avait fait du bruit, hein. C'était Le Monde, hein, c'était pas un petit journal indépendant, non, c'était Le Monde, hein, Donc pas ça de avait fait mal. trading, Non, vraiment vraiment, je à recommande d'éviter le éviter. trading, ouais. Et dans les éléments à suivre, quand tu investis dans les cryptos, est-ce qu'il y a un élément que tu suis particulièrement? Parler de macroéconomie tout à l'heure, est-ce que par exemple c'est quelque chose que tu suis ou tu vas plutôt suivre d'autres indicateurs? Bah en fait, macro, je regarde un petit peu les taux d'intérêt parce que c'est important, hein, avec tout ce qui est point pivot et compagnie. Parce que en fait, c'est les liquidités, parce que tout le monde va dire faut regarder le marché des actions, mais en fait, c'est parce que le marché des actions réagit aux liquidités qui est sur le marché, liées au taux directeur, US, je précise. Mhm. Et donc, du coup, c'est ça l'élément déclencheur, en fait. Et là, on le voit encore. On a des taux élevés, on a un cycle à demi-teinte. Donc, Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Et je regarde un petit peu. Bon, là, je me suis un peu planté parce que c'était pour taquiner un peu les bitcoins maxi, mais là, je peux pas trop le faire. Mais d'habitude, je regarde aussi un petit peu les réactions des bitcoins maximalistes. Ils disent, ah, c'est bon, regardez notre super dominance bitcoin. C'est quand ils ouvrent leur gueule, généralement, il se passe le contraire. Et en vrai, c'est le moment généralement d'acheter des alts. Ça n'a pas marché ouais. cette fois-ci. Mhm. J'ai vraiment, il y avait certains, à un moment donné, je voyais beaucoup de bitcoin maxi qui commencent à l'ouvrir là-dessus. Mhm. Et je me suis dit, bon, ça va être le moment, on va partir en alt season. Et il n'y a pas il y a pas eu vraiment de ça. Donc vraiment, je pense les points pivots, surtout à regarder. Et Ouais, après, l'analyse on-chain, c'est bien aussi à regarder. ok. Type
pour regarder, Sur Bitcoin? ouais, pour regarder les profits et pertes non réalisés. Parce que Ouais, des fois, quand ouais, on se rend compte que tout le monde est en profit, bon, généralement, c'est pas bon, ça va pas durer longtemps, ouais. hein, ça va se casser la gueule. Et après, bon, bah, il y a peut-être certains indicateurs de temps en temps que je regarde vraiment quand je vois un altcoin, que j'ai un portefeuille qui a bien bien pumpé, je regarde le RSI quand même. Mais Ouais. vraiment, avec parcimonie, hein. C'est-à-dire, j'utilise de non, très peu de fois. Par exemple, Mhm. c'était le cycle précédent, la fois où j'avais vraiment bien timé un top. La dernière fois où j'ai fait ça, parce que j'essaie pas de timer, mais c'était vraiment un peu le hasard. J'avais regardé mon RSI et justement, j'avais vu qu'on était vraiment sur une zone de surachat. On était à 95-96. Alors pour Ah ceux oui. qui connaissent pas le RSI, hein, plus on monte, plus c'est difficile de monter. Donc 95-96, c'est beaucoup. Bon, après, on peut être en bull run plusieurs fois au-dessus des 90 hein, sur plein d'altcoins. Mais là, 95-96, c'était, je crois, c'était sur du CRO que j'avais eu à l'époque. Parce que j'avais Ok. les cartes crypto.com et ça faisait Ouais. beaucoup de bruit. Et j'avais vendu la moitié de mes positions là-dessus. Et c'était quasiment au top. Ok. Oui, parce que du coup, comme tu disais, quand tu rentres dans une crypto, tu définis des paliers. Hmm. Et du coup, c'est vrai que tu vas pas forcément derrière aller chercher les indicateurs, tu suis ton Ouais, plan. Et ouais, c'est ça. Bon, voilà, après, après, c'est vrai que tu peux voir que sur certaines cryptos, il y a une décorrélation non, et il y a après peut-être. le cycle précédent, je l'avais un petit peu moins géré parce que j'avais beaucoup moins de paliers, je faisais moins pareil. Ouais. Et c'est plutôt sur ce cycle-là que vraiment j'ai plus parlé des paliers. Ouais. Mais du coup, là, c'était un peu plus. Le cycle précédent, c'était beaucoup plus. C'était moins structuré, on va dire. Mhm. J'avais Ok. des paliers, mais moins structurés. Ok. Et tu t'intéresses au secteur d'activité, aux narratives? Ouais, après, bon, je pars du principe aussi qu'il y en a beaucoup. Enfin, on peut pas tout maîtriser. Ça, c'est une chose qu'il Mhm. faut absolument comprendre. Moi, tu vois, par exemple, tout ce qui est DeepMind IA, je sais, c'était la mode, mais je suis un Mhm. petit peu passé à côté parce que, bon, l'IA, c'est bien, mais j'en ai un peu marre d'entendre parler d'IA. Surtout que quand on regardait des projets, il y en avait plein, qui. Ça sert à rien, en fait. C'est les projets, ils servent vraiment à rien, il y a zéro utilité. Et c'est un petit peu comme, en fait, le cycle précédent, quand on avait tous les tokens de protocoles décentralisés comme les DEX et tout qui Mhm. sortaient, le Cake et compagnie, tout ça. Et en fait, ça servait à rien, mais tout le monde spéculait dessus parce que c'était la mode. Et là, bah, c'était un petit peu la même chose avec ça, hein. Et bon, bah, c'est pas des narratifs que je maîtrise vraiment. Je m'y intéresse, je trouve ça intéressant, mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais, que j'ai plus suivi que ça, honnêtement. Un peu plus Mhm. la Deepine quand même. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Et puis bon, il y avait quand même pas mal de. Parce que là, c'est vraiment arrivé à la mode sur ce cycle. Mais en fait, on avait déjà des projets Deepine bien avant. Mhm. Regardez Theta, par Oui, exemple. Theta, complètement. on en parlait déjà bien à l'époque, hein, Mhm. sur le cycle précédent. Filecoin. C'est une des rares vidéos d'ailleurs où j'avais analysé un projet à l'époque. Ouais. Ok. Du coup, dans ton portefeuille aujourd'hui, Bitcoin, Ether, et tu as des alts un petit peu, tu disais en termes de pourcentage. Ouais, très faible pourcentage. En nombre, t'en as combien? Euh... Je vais en avoir 5-6 actuellement, je pense. Ah oui, c'est peu. C'est Non, bien. non, là, non, parce que plus tu. Bah, surtout sur ce cycle, je préfère faire simple. Parce Ouais. qu'il est différent. Et je crois que je vais réduire encore si ça continue comme ça. Parce que le problème, c'est que si vraiment tu pars en bear market, si vraiment on a un cycle dégueulasse, bon, bah, je préfère avoir des altes où je suis sûr vraiment que ça tiendra sur ce cycle-là. Mhm. Que ça Ok. tiendra, que je les retrouverai plutôt au prochain cycle. Ouais. Et du coup, les 5-6 que tu as, tu veux les partager? C'est quel, ou du moins Je la préfère en narration? général pas partager. J'aime bien parler Bitcoin Ether, mais les actes en général, je Ouais. préfère pas les partager parce que si jamais il y a des personnes. Je sais très bien comment ça se passe à chaque fois et c'est pour ça que j'ai arrêté de parler aussi de projet en général. Ouais, je comprends. Mhm. Généralement, ok, bah j'ai acheté parce que tu m'en as parlé, mais enfin, tu passes ton temps à dire bon, je ne parle pas faites vos propres recherches, faites attention, machin, et puis Ouais. ouais, bah j'ai acheté. Ouais, j'ai pas envie de me rendre responsable de C'est ça. quel secteur? Quelle narrative? Ouais, en fait, j'aime bien bon, les choses qui sont vraiment utiles, par exemple, partout en général, hein, comme les oracles. Bon, déjà, j'en ai Ouais. spoilé un, mais après, oui, je Il vais. y aura? Des crypto-monnaies, si tu veux, qui sont vraiment utilisées par le protocole, pas que du staking, pas que de la gouvernance, mais qui Mhm. ont vraiment une vraie utilité. Il peut y avoir quelques coins de Layer 1, pas de Mhm. Solana, mais il peut y en avoir quand même.
Mais ouais, tout ce qui est en général l'écosystème Sol, pour ceux qui se demandent, hein, j'y touche pas en général. Pourquoi? J'aime pas du tout cette blockchain. Enfin, en fait, ça dépend comment on la pense, mais pour moi, je la vois pas, elle est pas viable à long Hmm, terme. ok. C'est bon, c'est un débat je pourrais avoir 1000 ans, mais parce qu'après il y a des personnes qui sont pro Solana, mais c'est que tout le monde pense à Solana, c'est le concurrent soi-disant d'Ethereum. Euh, et dans ce cas-là, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est-à-dire que le propos principal d'Ethereum, ben, in fine, c'est d'avoir toute la finance décentralisée dessus. Et au début, on avait une approche monolithique d'Ethereum. Mhm. Hein, c'est-à-dire on a un seul bloc, une layer 1, et après on voit ce qu'on construit dessus. Et on a eu Solana qui arrive, ah oui, bah nous on a une vitesse de transaction plus élevée. D'ailleurs, ça a commencé dès le début en mentant sur les performances. Donc déjà, quand un projet ment, on peut se poser des questions. Et puis ils n'ont pas menti que sur ça, ils ont menti sur tellement de choses. Ils ont fake la TVL. Bon, c'était des développeurs indépendants, mais bon, l'équipe principale n'a pas vu qu'il y avait 70% de sa TVL qui était fake. Ils ont rien vu, hein, bien sûr. Et bon, ils ont menti sur pas mal de trucs, mais c'est que Solana, bon, ils ont une alternative où quand même c'était plus scalable, malgré que ce qu'ils annonçaient, c'était quand même bien en dessous de ce qu'ils promettaient. Le problème, c'est que si on veut avoir une finance décentralisée, on n'a pas envie d'un truc qui tombe en panne. Alors, je sais, ça tombe moins en panne, mais je veux dire, si tu as un dépeg de stablecoin qui est important, majeur, sur des protocoles en plein bear market, conditions horribles, tu as un dépeg de stablecoin et que toi, tu as des positions sur Solana, et que madame a décidé de tomber en panne, tu pleures, tu peux rien faire. Et ça, c'est pas pour rien que quand tu regardes sur les protocoles de Solana, tu regardes réellement. J'avais fait une vidéo rapidement où je parlais, pour moi, Solana, c'est une des cryptos qui va prendre le plus cher en bear market et tout son écosystème en général, parce que Solana, c'est que du même coin que trader. Il y a très peu de lending, de vraies positions à levier qui sont mis sur Solana, parce qu'on sait Mhm. très bien que si ça tombe en panne, on est foutu. Alors, la dernière fois, il y a eu un épisode, bon, je sais, c'était pas vraiment une panne sur Solana, un ralentissement de la blockchain qui a été congestionnée, c'est marrant pour une blockchain qui est censée être scalable. Bon, oui, elle l'est, mais c'est un ralentissement comme ça. Tu peux plus faire de transactions, tu as des positions à levier, tu fais comment, quoi. Alors oui, on peut faire, il y a certains systèmes qui permettent même de bypasser tout ça, mais bon, si tout le monde veut faire ça, quand il y a vraiment des problèmes sur Solana, bah, c'est compliqué. Donc ça peut Mhm. mener à vraiment des très très grosses cascades de liquidation après, quand ta remarche. Et pour moi, c'est juste pas possible en fait. Alors peut-être que plus tard ça le sera, mais en l'état, pour moi, je n'ai pas une bonne vision sur Solana. Et puis quand je vois tous les mensonges qu'il y a eu autour dès le début, j'ai un petit peu de mal avec cette blockchain. Après, Mhm. peut-être que l'avenir me fera dire le contraire, parce que moi, honnêtement, je la voyais pas repasser un ATH hein, sur cette. Ouais, moi non Honnêtement, plus. voilà. Ouais. Mhm. Maintenant, ça a fonctionné, donc peut-être que l'avenir me fera dire le contraire, mais en l'état, moi, je vois beaucoup plus Ethereum, par exemple, s'instaurer avec la DeFi. Mhm. Ouais. Les RWA aussi? Ouais. Alors, bon, maintenant que c'est l'administration Trump, je pense qu'on va y voir un petit peu plus clair parce que là aussi, c'est un petit peu complexe. Parce que si t'es RWA, c'est du security token, hein. Ouais. Et donc, du coup, c'est pas traité pareil. Et puis, même en France, je dirais attention, faites attention vraiment parce que c'est pas traité fiscalement pareil. Enfin, il y a des grandes chances que ce soit pas traité fiscalement parce qu'il n'y a pas eu vraiment de texte pareil, qu'il y a eu de textes qui mentionnent le sujet. Mais de mon point de vue, à moi, c'est pas une crypto, c'est pas considéré comme un actif numérique, hein. C'est considéré comme autre chose. Mhm. Tu parles de ETH? Non, les security tokens Ouais, avec les RWA. avec les RWA. Pour moi, Ok. si par exemple tu fais un swap Ether RWA comme Realty Ouais. par exemple, pour moi ça c'est une transaction imposable. C'est un fait générateur Alors, d'imposition. pour moi, après il faudrait voir avec un fiscaliste et tout, mais le problème c'est que en fait tu sais, parce que bien souvent on se base sur le régime des plus-values sur actifs numériques et on Mhm. te dit quand tu échanges, pour faire simple, quand tu échanges de la crypto contre autre chose que de la crypto, tu es sur une session imposable, hein. Et en fait, quand on parle de crypto, on parle d'actifs numériques. Et maintenant, l'actif numérique, ça a une définition. Et Mhm. les RWA, et en fait, cette définition, elle a tendance à exclure quand même pas mal de petites choses. Et je pense que les Ouais. RWA en font partie. La question se pose théoriquement aussi avec les stablecoins. On a le cul un petit peu entre deux chaises par rapport à ça, mais il y a un consensus commun qui fait que pour le moment, on dit, bon, le stablecoin, c'est good. C'est considéré comme crypto. Mais tu Mhm. vois que de plus en plus, les législateurs, ils veulent un peu changer ça. Mais, Mhm. euh, mais ouais, je pense que le RWA, pour le coup, pour moi, c'est parce qu'en fait, quand tu échanges ton security token, derrière, tu échanges, par exemple, tu échanges ça contre une partie de fraction d'un bien, c'est même pas d'un bien immobilier, c'est contre une action d'une entreprise qui détient un bien immobilier.
Ouais. Donc là, tu es sur autre chose. C'est ça Hmm. concrètement que tu échanges. Parce qu'après, Ouais, c'est juste le effectivement. format qui change, hein. C'est le fait que ce soit un token, mais derrière, c'est un contrat que tu changes. Hmm. Ouais, c'est clair. Et la Et il y question a se des... pose aussi par exemple, pour les personnes qui font des trades sur des perpétuels, sur des contrats futurs et compagnie. C'est pas des crypto-monnaies techniquement, c'est libellé en crypto, mais derrière, c'est un contrat qu'on change. Donc, est-ce que c'est considéré comme une crypto-monnaie? Bah, ça, je pose la question à ces personnes-là, allez voir un fiscaliste parce que j'en sais rien. Pour moi, c'est compliqué, ça, hein. Ouais, ouais, c'est pas simple, ouais. Bien Hmm. sûr. Et les projets RWA? Bah, je suis pas vraiment. Alors, je connais un petit peu certains projets, hein, mais pour le moment, pour moi, ça manquait de clarté, surtout au niveau de la régulation. Donc, je regarde un petit peu ce qui se fait. Je trouve ça très intéressant, notamment Realty, hein. Je trouve ça, je Hmm. touche de loin. Je regarde, je touche avec les yeux, comme on dit. Et je regarde ce qu'ils font. Donc, par exemple, oui, je trouve ça très intéressant, Realty, ce qu'ils font avec leur tokenisation, hein, par Ouais. exemple, qui passent par des LLC pour détenir un bien et après, tout est géré bah, via cette LLC qu'on va fractionner. Ça, je trouve que c'est une Hmm. très bonne façon de faire. Maintenant, après, il Ouais. faut connaître, c'est pareil, voilà, le RWA, c'est un autre secteur parce que quand on s'intéresse à ça, voilà, je veux m'intéresser à Realty, ça veut dire qu'il faut que j'ai des compétences aussi ou des connaissances en immobilier, Mhm. pas en crypto-monnaie. Donc là, c'est différent. Mais Ouais, il y a ouais. des choses à faire, hein, parce qu'après, derrière ces tokens RWA, si on veut, on peut les faire travailler sur la DeFi, générer des revenus supplémentaires. Mais maintenant, Emprunté. la question, c'est fiscalité, comment ça se passe? Toujours la même question. Ok, donc du coup, portefeuille plutôt, plutôt sur Simple. des layer 1 hors Solana Pas, avec non, pas que des layer 1, mais parce qu'en réalité, j'en ai pas tant que ça des layer 1. Mais mes portefeuilles plutôt simples, oui, avec des cryptos qui sont vraiment utiles. Mais c'est vrai que, enfin, si je vais, est-ce que j'ai plus de tokens ou de coins? Je pense en vrai j'ai plus de coins si t'as raison, peut-être plus de layer one, mais j'en ai pas tant que ça en Mhm. réalité, hein. Ouais, Là j'ai un portefeuille assez simple sur ce cycle. ok, ça marche. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui, en plus de se former, de comprendre dans quoi il met les pieds. Bah c'est de faire confiance à personne, vraiment. Pas même un influenceur, personne, même pas moi. Surtout pas un influenceur. Non, bah moi je me considère comme influenceur, mais c'est pareil, j'en avais parlé dans une vidéo, mais pour moi les personnes les gens ont tendance à beaucoup trop se fier à nous. Et soit parce que même si, par exemple, je vais parler honnêtement, je vais faire des reviews. Alors pour moi, je suis honnête. Mais maintenant, qui Mhm. c'est qui dit à ces personnes que je suis vraiment honnête? Est-ce que ces personnes savent comment je suis chez moi, à la maison? Ça se trouve, je suis le pire des salauds. Elles savent pas parce que moi, je renvoie une image publique. S'il y a un truc que j'aime pas dans une Mhm. vidéo, je le cut. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est pareil avec tous les influenceurs. Et elles savent pas comment on est, et ça se trouve, elles savent pas on veut les arnaquer, et puis ça se trouve, elles savent pas non plus que l'argent, ça peut vite faire changer l'éthique d'une personne. C'est-à-dire que, Mhm. bon, bah, c'est très bien, l'influenceur il est honnête, mais le jour où on lui propose 5 000 balles pour parler d'un truc complètement débile, est-ce qu'il va le faire? 10 000 balles, 20 000 balles. Et il y en a qui vont forcément retourner leur veste au bout d'un moment. Mhm. Et il y en a eu Ouais. plusieurs. Il y en a eu plusieurs qui semblaient honnêtes au début et qu'on a vu Ouais. qu'ils n'étaient pas si honnêtes. On va pas citer les noms parce qu'on va pas avoir de problème, mais D'accord. donc moi je dirais de Et, faire très attention à ça, de faire confiance à personne et puis de bien se renseigner, c'est important. et en termes de compétences ou de savoir-être, de qualité à avoir ou à travailler, Que veux-tu dire par là? par exemple, être rigoureux dans son plan, être Ah patient. oui, d'accord. Sur le plan moi je pense que oui, il faut avoir une stratégie, et après il faut s'y tenir. Après, il faut essayer de pas, c'est ça qui est un petit peu complexe, c'est comprendre son profil d'investisseur. Est-ce qu'on est agressif, passif? Mhm. Si on débute, peut-être être un petit peu plus sécuritaire qu'agressif. Et après, Mhm. on augmente au fur et à mesure qu'on a des compétences, parce qu'on tâte pas, comme disait Warren Buffett, on tâte pas la profondeur de la rivière avec les deux pieds, hein, on y va progressivement. Et ensuite, c'est de trouver un plan qui corresponde vraiment à notre profil d'investisseur. C'est-à-dire si on a un profil sécuritaire et qu'on met un DCA, bon, bah, ça c'est tranquille, hein, en général le DCA, sur des actifs pas trop risqués. Et par exemple, après, on va avoir des stratégies de revente par palier qui va être avec des paliers plutôt bas et on va revendre de moins en moins parce que c'est sur les premiers paliers qu'on va prendre le plus de profit pour un profil sécuritaire. Après, si c'est Mhm. agressif, on peut faire l'inverse, hein. C'est ça là-dessus, ça va dépendre vraiment du profil. Mhm.
Parce qu'une des difficultés rencontrées souvent quand on démarre, c'est les biais émotionnels qu'on peut avoir. Mhm. C'est avec le FOMO Ouais. ou le vendre dans la panique Bah, aussi. ma première vidéo, c'était sur c'était les dissonances cognitives, justement. Ouais, bah ouais, ça joue, le marché il joue avec nos nerfs, hein, il joue avec Ouais. nos émotions. Ouais. Surtout que, en fait, quand on parle de buy and hold, tu vois, Ouais. c'est un peu chiant, quoi. Les gens, ils viennent sur le marché aussi pour être actifs. Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça aussi que le trading plaît beaucoup, parce que tu as l'impression d'être Oui, actif, de faire plein de choses, mais en fait, enfin, ouais, tu fais pas, ça veut pas dire que tu fais des choses bien. Et ne rien faire, des fois, c'est faire. ouais, C'est, exactement. Faut savoir s'asseoir sur ses mains, comme on dit, bah, sur le plus, marché. et puis, ouais, et puis ça permet d'être détaché, de faire autre chose, et en fait, on se rend compte que le plus intéressant, c'est ouais, c'est vraiment le buy and hold. Et vraiment, les personnes qui veulent pas se prendre la tête, et c'est là que je rejoins un petit peu les Bitcoin Maxi. Bitcoin Maxi qui veulent pas, enfin, ça dépend le point de vue qu'ils ont, mais les personnes qui se disent, moi, je veux pas me prendre la tête, je reste sur du Bitcoin. Et je hold, et puis basta. J'aurais dire, elles ont tout à fait raison. Maintenant, bon, les personnes qui disent, il y a que Bitcoin, blablabla et tout, bon, elles sont pas si Bitcoin Maxi que ça, tu vois. Elles, Ouais. cela, au final, tout construire sur Bitcoin, pour moi aussi, ça, c'est la mauvaise idée, comme certains voudraient que ça se passe. Mhm. Merci beaucoup, Je Julien. t'en prie. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose pour conclure cet échange? Un Pas petit mot de la fin? spécialement. Tout le monde bah, de rester droit et puis de tenir le coup et puis d'avoir une vision long terme surtout. C'est très important. Mhm. Parce que bon, il y a des moments, il y a des creux de marché, tout ça, mais il faut voir la tendance après de fond. Et on a un marché quand même qui est assez haussier hein, sur du long terme. Et que Bitcoin, oui, il se tape des gamelles à 80%, de 80%, mais des fois, après, il retape la TH, même à chaque fois. Donc si on suit les cycles logiquement et qu'on a une vision long terme, normalement, ça se passe bien. Tout à fait. Hmm. Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci Avec beaucoup grand plaisir. Merci beaucoup d'être pour passé l'invitation. ensemble. Merci beaucoup pour tout ce que tu as pu nous partager au cours de cet échange. Et je vous donne rendez-vous donc très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao.